Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre présence ce soir. Le patronage de la Ligue Jules Vallès vous propose de poursuivre un dialogue initié avec l'historienne et psychanalyste Elisabeth Roudinesco. Alors, après avoir traité en novembre dernier du concept de déconstruction, mais surtout de sa métamorphose que ce concept subit actuellement, nous avons souhaité continuer avec un autre concept, plus ancien, beaucoup plus ancien celui-là, mais tout autant actuel. Je veux parler de l'universel. Alors, quand j'ai évoqué ce sujet à Elisabeth Roudinesco, de suite, elle m'a repris en soulignant « Mais de quel universel parlons-nous » Alors là, le thème était tout trouvé, le thème du dialogue. Qu'est-ce que l'universel ? Bonsoir Elisabeth Roudinesco. Bonsoir. Et encore merci d'avoir accepté le principe de ces dialogues. Donc des dialogues qui questionnent, qui soupçonnent, comme dirait Nietzsche, certains sujets qui agitent notre société contemporaine. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, vous êtes historienne et psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages et articles de critique littéraire et d'histoire de la pensée. Vous avez été membre de l'école freudienne de Paris entre 1969 et 1981, du comité de rédaction de la revue Action poétique entre 69 et 79, de la revue L'Homme entre 97 et 2002, et collaboratrice au journal Libération entre 86 et 96. En tant qu'enseignante, vous avez été chargée de conférences à l'école des hautes études en sciences sociales entre 1992 et 1996, et à l'école pratique des hautes études entre 2001 et 2007. Vous êtes également présidente de la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse, après avoir assuré la vice-présidence entre 1990 et 2006. En tant qu'auteur, vous avez signé de nombreux livres de référence, parmi lesquels Histoire de la psychanalyse, en France, en 2 volumes, Jacques Lacan, Esquisse d'une vie, Histoire d'un système de pensée, et Dictionnaire de la psychanalyse chez Michel Plon. Avec Michel Plon. Voilà, avec Michel Plon. Et c'est chez Fayard, il y a une nouvelle édition qui vient de sortir, très belle, la 6e. Donc aussi, pourquoi la psychanalyse ? Oui. Voilà, beaucoup de livres. Et aussi, je crois très récemment, Dictionnaire amoureux de la psychanalyse, là chez Plon aussi, en 2021, et Soi-même comme un roi, donc cet ouvrage-là, dont il va être un peu parlé, je pense, ce soir, puisque la question de l'identité, on n'y échera certainement pas du tout. Donc vos ouvrages sont traduits dans le monde entier, et outre votre proximité avec le psychanalyste Jacques Lacan, vous avez été proche de nombreux philosophes français. On l'a dit la dernière fois, avec Jacques Derrida, évidemment, avec Gilles Deleuze, puisque vous avez été son élève. Vous avez aussi côtoyé Michel Foucault et bien d'autres. Je ne l'ai pas rencontré. Vous ne l'avez pas rencontré ? J'allais, non. Non. Par contre, Georges Canquilhem. Et Georges Canquilhem, oui, vous nous avez fait part la dernière fois d'un petit mot qu'il vous avez fait pour un article, oui. Alors, venons au fait du sujet de ce soir, l'universel. Alors, pour peut-être présenter ce concept avant de commencer ce dialogue, l'universel se déclare au départ comme un concept de la raison. Oui. Et comme tel, il se réclame d'une nécessité a priori, c'est-à-dire préalable à toute expérience, en amont de toute expérience. Et sous l'exigence d'une telle universalité de principe et par son éclairage, comment pouvons-nous aujourd'hui donc envisager, dans un monde globalisé entre cultures, de vivre en commun ? Alors, la notion d'universel est à l'origine dans notre culture européenne. Ce sont les Grecs, tout d'abord, qui l'ont promue. Alors, pour façonner la notion même de concept, puisque le concept renferme en fait, dans le mot, la totalité de l'expérience après. Donc, il faut bien un 1 et un tout, le 1 étant le concept et le tout l'expérience qu'on vit par rapport à son concept. Donc, la vérité étant un concept, et ce qu'on vit de vérité dans l'expérience en est la résultante. Donc, cet universel de vérité, chez les Grecs, a été aussi la source du partage de la connaissance, puisque une vérité en chasse une autre. Pour qu'une vérité soit démentie, il en faut une autre. Et ça, c'est aussi avec une exigence d'universel. Et c'est aussi l'universel de la cité pour les Grecs. Et c'est l'universel du commun, la source du partage politique, évidemment.
Donc le souci grec d'élever à l'universel au monde, c'est d'abord l'invention du concept, ce concept qui totalise en une notion, en un mot, ce que le divers de l'expérience ne peut rendre qu'à limiter. En ce sens, le concept, comme tout l'universel, est porté à déborder de l'expérience. Ce qui fait que, finalement, universel dit le tout, même au-delà de l'expérience. Alors, après les Grecs, je fais une petite histoire, mais très rapidement, je pense qu'il est nécessaire de remettre un peu en perspective d'où vient cette notion si importante. Donc, après les Grecs, il y a une succession d'appropriations, on va dire, de l'universel, a commencé chez les Romains. Chez les Romains, la notion d'universel, ce n'est pas la notion du concept, c'est la notion qui parle droit. On prend souvent assise sur l'édit de Caracalla en 212, qui accorde la citoyenneté romaine à l'ensemble des hommes libres de l'Empire. Donc c'est une extension, puisqu'on pouvait être citoyen de Rome et citoyen de l'Empire. Donc c'était une extension. Et qu'est-ce que c'est l'homme libre? Et d'homme libre. Voilà. Déjà, je pense que ça pose une première question de l'universel. L'universel pour qui? Est-ce que de tout? Oui, c'est... Bonsoir, merci d'être venu. Oui, ça, évidemment, si on prend la notion grecque ou romaine, ce qu'on appelait les hommes libres, il n'y avait pas les esclaves. Ce qui fait qu'ils ont inventé la démocratie, en tout cas les Grecs, mais pas pour tout le monde. Et puis pas pour les femmes. Donc, il y avait beaucoup de gens qui... C'est ce qu'on appelait la liberté, mais il fallait lié à telle citoyenneté, qui était, en effet, le monde grec et le monde romain, qui était fondé sur l'idée quand même d'une division de l'humanité, et en particulier, donc, l'esclavage. Ça n'empêche que c'est quand même l'invention de la démocratie, et que ça a une portée universelle. C'était cette idée d'empêcher, j'allais dire, le césarisme qui est revenu au galop après. Mais il y avait quand même cette notion d'homme libre capable de diriger un pays. Chez Platon aussi, il y a ça, mais ça se limite aux sages. Une république platonicienne, elle est limitée aux sages, pas démocratique. Alors, c'est tellement vaste. Ensuite, il y a toute la querelle des universaux, des différences, comment définir ce qui peut être universel. Aujourd'hui, on a quand même des critères. Il faut pas. Bon. Et puis, si on saute évidemment si on saute tout ça, c'est évident qu'il a fallu la Révolution française. C'est un acte majeur. Le christianisme se veut universel. Il n'y a qu'à voir comment Paul rompt avec le judaïsme. Tout à fait. Mais il y a une chose d'important dans l'amour paulinien, l'amour du salut, justement, le salut, universel. Et puis cette idée de tous les hommes. Tous les hommes, étendre à l'humanité. Voilà, c'est ça la force d'ailleurs du christianisme. C'est valable pour tout le monde et pas seulement pour un peuple élu. Donc ça se retrouve aussi dans les religions. C'est vrai que le christianisme est devenu la religion la plus universelle. Et en plus, celle qui promet à chacun quand même le salut sans condition autre que des questions de conscience, c'est-à-dire d'être au clair avec sa conscience. Chez Augustin, il y a ça, on renonce à la confession publique pour la confession privée. Oui, donc, parce qu'il y a la notion d'intime chez Augustin. Oui, mais l'intime, la subjectivité, ensuite, on va passer comme ça, il y a Descartes. Oui. Descartes, le cogito est fondé sur l'idée qu'il y a un universel de la pensée, etc. Alors, ce n'est pas le même ensuite que Spinoza, mais il n'y a pas de réflexion philosophique, anthropologique ou d'ailleurs politique sans se référer à l'idée qu'il y a une universalité. Alors évidemment, en science, c'est fondamental. L'ère de la science, c'est-à-dire 18e siècle et ensuite, là, ça se concrétise. Et ça se concrétise par des faits. Et évidemment, la Terre est ronde, elle tourne autour du Soleil. Enfin, tous les faits scientifiques qui vont être avérés sont valables pour tous les hommes. Et donc, en effet, finalement, on va avoir cet universel de la raison contre les obscurantismes. Et ça, c'est les fondements de la science moderne. Que d'ailleurs, c'est vrai que Descartes va fonder cette idée, ça se prépare bien à l'avance. Et c'est vrai que le siècle de la science... c'est capital, parce que là, on démontre. Il y a des fondements rationnels de l'univers, il y a des démonstrations, etc.
Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs peut-être deux notions deux niveaux d'universel, que je dirais fort et un faible? Celui dont vous précisez, celui de la science, qui est un universel de constat, qui est extensif, puisque évidemment la science continue, donc on peut à chaque fois avoir des découvertes et augmenter finalement cet universel de la science. Et donc cet universel de constat, il ne se limite pas à la seule expérience, et c'est un constat qui se déroule invariablement, puisqu'on le sait que la science le démontre. Donc c'est universellement reconnu par constat. Pas par tout le monde. Alors on a eu récemment, il se fait qu'il y a une semaine, on recevait le professeur Pierre Corvol, qui a fait un rapport il y a quelques années, à l'époque au Premier ministre, sur l'intégrité scientifique. Et donc il a expliqué ce que justement est l'intégrité scientifique, comment scientifiquement on prouve les choses et comment elles deviennent invariables. Mais le sens fort, parce que pour moi le sens plus fort, c'est l'universel de principe. C'est peut-être celui-là qu'on va un peu plus parler. C'est l'universel prescriptif, impératif, comme dit Kant. Un universel au sens fort qui prétend d'emblée que telle chose, non seulement se trouve ainsi, mais que ça ne peut pas en être autrement. Et donc c'est l'universel promu par la philosophie, de Kant notamment, et c'est l'universel qu'on va trouver par exemple dans les droits de l'homme. Et là on arrive dans les Lumières. Dans les Lumières. Oui, tout à fait. Mais ça c'est le XVIIIe siècle. Ça va préparer au fond l'avènement de l'Ancien Régime, de la tyrannie, l'avènement aussi de l'humanisme, l'abolition programmée de la peine de mort qui était dans les... Ça ne veut pas dire qu'après on ne la rétablit pas, mais l'idée de rendre des principes... il faut relire la Déclaration des droits de l'homme de 89, tout y est. Tout y est, et pourtant, il a fallu ensuite la répéter. Mais cette idée, par exemple, que les êtres humains naissent libres et égaux, ça ne veut pas dire qu'ils seront libres toute leur vie, mais ils naissent libres et égaux. Ça, c'est capital. Parce que ça veut dire qu'on rompt avec toute l'idée qu'il y aurait un esclavage automatique à la naissance, qu'il y aurait une différence des races. C'est déjà porté par là. Donc il y a la question... Ensuite, ça va être critiqué comme universel abstrait, puisque ça ne se réalise pas. Mais moi, je reste très attachée à l'idée que, au fond, ce n'est pas parce que quelque chose ne se réalise pas que la marque du fait que ça a été énoncé est capitale. La Déclaration des droits de l'homme de 89, elle est réellement universelle. Il n'y a pas un seul peuple qui ne s'y est pas référé. Donc ça veut dire quelque chose. Alors évidemment, c'est extrêmement dangereux, la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que ça s'attaque à tout. La religion, l'Ancien Régime, l'obscurantisme, et ça met l'être humain, le sujet en quelque sorte, au cœur de la réflexion anthropologique. Et là, on franchit un cap. Donc, j'aime pas trop qu'on critique la Déclaration universelle, la Déclaration des droits de l'homme au départ. Ensuite, elle a été rendue universelle en 1948. Ensuite, on a ajouté les droits des enfants. Mais si on réfléchit bien, 1789, il y a les femmes, il y a les enfants, puisque c'est de l'homme au sens... c'est pour ça que c'est idiot de rajouter des femmes, des droits humains. Non, il faut garder cette idée que homme avec un grand H, ça inclut la totalité de l'humanité. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas rajouter les noirs, les blancs, parce que ça fait déjà des différences. Si vous ne mettez pas une singularité qui s'appelle homme au sens de humanité entière, parce que c'est aussi ça que ça veut dire, et que vous commencez à dire « Ah oui, mais il n'y a pas les femmes, il n'y a pas ceci », ben oui, mais alors on remet de la différence. Donc, il faut le prendre au sens d'une catégorie universelle qui porte en elle l'idée on est tous égaux en droit. Donc, en fait, ce qui nous reste aujourd'hui je dirais, alors c'est un résumé, mais ce qui reste au fond de la grande idée progressiste d'universel, c'est le droit d'un côté, la science de l'autre. Ça, c'est deux universaux. Il n'y a pas de peuple qui n'aspire pas à la liberté. Ça, j'y crois pas du tout. Même quand vous allez au fin fond aujourd'hui de n'importe quel pays, même l'Afrique tribale, tout ce que vous voulez. Alors, c'est ce que Lévi-Strauss d'ailleurs disait. Il y a ensuite tous ceux qui ont dit, oui, mais alors la différence des cultures. Mais la différence des cultures est inclue dans l'universel. Il y a un universel de la culture qui suppose des cultures. Alors, évidemment, Lévi-Strauss a très bien montré ça. C'est un grand universaliste, mais qui a réfléchi dans la pensée sauvage, parce qu'il a montré au fond
qu'il y avait des sociétés qui fonctionnaient, là, interrogez n'importe quel anthropologue, hein, selon des croyances établies, qui évidemment, par rapport à la science, ça ne va pas. J'ai eu récemment une grande discussion, on a eu un très grand débat sur la différence des sexes avec Godelier, c'était passionnant. Comment naissent les enfants? Bon, dans telle culture, on pense que c'est le lien entre le serpent, la grenouille, que c'est le dieu qui féconde la femme. Et pas... Alors évidemment, ça, c'est un système culturel, mais au regard de la science moderne, ça ne tient pas. Et ça, c'est une chose terrible pour les sociétés premières. Hein, parce que faire avec ça? C'est-à-dire, il faut préserver toutes ces cultures, mais la science a eu raison, en quelque sorte. C'est d'ailleurs ce que dit Lévi-Strauss, c'est la seule chose qui a, à un moment donné, raison de tout. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit fonctionner comme un système totalitaire. Hein. Il faut respecter. Alors, après, c'est ça ce qu'on appelle ensuite les anti-lumières, Nietzsche et d'autres, qui ont dit, mais attention, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'ont donné les Lumières? Elles peuvent donner le contraire des Lumières. Hein. On parlait tout à l'heure. Oui, on parlait d'Adorno voilà, notamment. Ça peut donner le pire et le meilleur. Alors évidemment, le pire du pire du pire, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que le nazisme s'inspirait de la science. Et que c'est pour ça que c'est le pire du pire du pire. C'est qu'il s'inspirait de la science. Après, la science, c'est une forme d'universel. C'est ce qu'on dit, c'est l'universel de constat. Oui, absolument. C'est pas quelque chose qui va de soi, comme celui Kantien. Non, mais c'est vrai que les gens qui croient aujourd'hui que la Terre est plate, que les vaccins ne sont pas efficaces, qui croient que les médecines parallèles, c'est mieux que le reste, mais qui le croient fermement, ça donne un obscurantisme. Tout simplement parce que ça n'est pas vrai. Et donc, qu'est-ce qui devient culturel? Qu'est-ce qui devient obscurantiste? Et là, en effet, dans les sociétés premières où il y a une organisation du monde, on est obligé de la prendre comme une culture. Mais d'ailleurs, je trouve qu'ils se débrouillent très très bien. Justement, Godelier nous faisait remarquer qu'au bout d'un certain temps, ils se font soigner par la médecine, ils comprennent bien que tout ça est un système de croyance. D'ailleurs, l'Église a fait ce travail. Finalement, l'Église, elle sait très bien que la Terre tourne autour du Soleil. Elle a fini par l'admettre. Aujourd'hui, l'Église catholique est probablement la religion, avec le protestantisme, bien sûr, mais ça, le christianisme, qui a le mieux fini par intégrer les principes de la science. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils n'ont pas des vieilles résistances, mais enfin, ils ont pas mal intégré la question de la science. Et de l'universel, puisque Catullum, c'est selon le tout. Mais il y a un deuxième universel sur lequel il faut qu'on tienne, c'est le droit. Hein, était entrevu donc, chez les Romains, alors, oui, du droit. Le droit, mais qui aujourd'hui a un tout autre sens. Il y a un universel des droits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul peuple qui profondément, alors ça va contre toutes les théories actuelles ils aiment leur soumission, enfin c'est pas vrai. Bon. Il n'y a pas un seul peuple qui n'ait pas, au fond de lui-même, une inspiration à la liberté. C'est absolument impensable. Alors maintenant, que ça ne se voit pas et qu'on nous déclare que les Chinois sont très contents d'obéir à leur régime, ce n'est pas vrai. On sait que ce n'est pas vrai. Ça veut dire, en tout cas, peut-être la masse donne cette impression, mais moi, depuis qu'on a vu l'implosion de l'Union soviétique, c'est quand même un grand exemple. Hein. Ça partait de bons sentiments, le communisme, c'est pas du tout comme le nazisme, de l'aspiration des peuples à la liberté, à une organisation plus juste, à l'égalité. Puis ça a tourné en son contraire. Et ensuite, c'est intéressant parce que ça a implosé tout seul. C'est pas du tout les pays libéraux qui ont vaincu le système soviétique, c'est de l'intérieur. Et ça se voyait depuis des années. Donc, mais alors l'idée reste. Hein. Enfin, pourquoi il n'y aurait pas... Alors, un autre terme aussi qui est inclus, qui n'a jamais pu se réaliser, mais qui n'est pas tout à fait dans les droits de l'homme, mais quand même, c'est l'égalité. On a toujours fait les révolutions pour la liberté, on a toujours échoué sur l'égalité. C'est toujours... Il y a quelque chose, c'est ça le vrai problème, mais qu'est-ce que c'est alors que l'égalité? D'ailleurs, cette notion d'égalité, c'est une grande différence entre nous en France et les États-Unis. On n'a pas du tout la même notion de l'égalité. Égalité, et puis l'autre terme, alors justement, qui est compensation avec les gens qui n'ont pas l'égalité. Mais là, ça pose un problème énorme. Comment est-ce qu'on peut compenser le fait d'être issu d'un milieu très modeste, pauvre, etc. On a trouvé en France la méritocratie, mais
c'est toute la question de l'égalité qui est posée. C'est absolument vrai que quand on est dans un milieu éduqué, où on a fait des études, etc., ben on a plus de chances de réussir les études. Encore que, c'est pas vrai pour tout le monde. Hein. Alors là est introduite l'idée de la singularité. Vous avez toujours des sujets totalement défaillants dans les familles les plus éclairées en apparence. Là, il faut introduire évidemment l'idée freudienne d'inconscient. Parce que Freud est un homme des Lumières, mais les Lumières sont. Il pense qu'on est traversé par le désir de meurtre, le désir d'inceste, le désir de tuer son voisin. Donc, ce qu'on a appelé les Lumières sombres. Ça existe chez Diderot. Hein. Voilà. Et ça, c'est les Lumières sombres, c'est-à-dire de ne pas quand même se faire trop d'illusions sur l'inconscient de l'humanité, qui quand même... Oui. C'est ce qui a montré sa capacité à détruire l'autre et à se détruire. Et que dit Freud pour rétablir un universel de la raison, en quelque sorte, parce qu'il croit. Il n'y a pas d'autre possibilité pour lui que l'accès à la culture, pour fuir la barbarie. Et c'est pour ça que, quand on parlait d'Adorno et de la dialectique de la raison, ce texte magnifique, c'est 49, hein, oui. Hein, c'est ça. La dialectique de la raison, où ils sont les premiers à montrer que ça se retourne en son contraire. Hein. Un renversement, oui. Renversement extraordinaire. Ils prennent Sade, mais Sade, le marquis de Sade appartient tout à fait aux Lumières sombres. C'était un homme des Lumières, mais qui les a pervertis en quelque sorte. Perversion des Lumières, mais qui a poussé quelque part les Lumières jusqu'à la liberté absolue. C'est un grand libertaire, hein, Sade. Préfiguration je dirais, de l'ultra-libéralisme absolu. C'est-à-dire, il n'y a pas de règle autre que celle de le désir d'aller le plus loin possible dans le mal. Du coup, l'universel, c'est un concept équivoque. Alors oui, bien sûr. Mais il est universaliste, Sade. Et quelle différence on peut faire d'ailleurs entre universaliste et universel? Alors, l'universaliste, c'est celui qui milite pour l'idée que telle et telle organisation sociale est universelle. Mais là, il trouve le contraire. Ça, il peut devenir, c'est au nom de l'universalisme des Lumières en France qu'on a fait le colonialisme, en disant on va libérer les peuples de leur état de sauvage. Voilà. Et là, évidemment, au nom des droits de l'homme. Ce qui n'est pas du tout le cas de la colonisation anglaise. Hein. Comme vous savez, la colonisation anglaise, elle a fait de l'apartheid. C'est-à-dire, on respectait le colonialisme anglais respectait les différences, au point d'ailleurs de dire qu'on ne se mélangeait pas, alors que la colonisation modèle français était universaliste, c'est-à-dire assimilationniste, c'est-à-dire on fait à marche forcée, on intègre les peuples à nos idées des Lumières, sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Il faut les laisser eux-mêmes revendiquer. Et c'est toujours au nom des droits de l'homme qu'on fait les révolutions. Regardez Tiananmen. Oui. Ils ont brandi la déclaration des droits de l'homme. Et à Hong Kong aussi. Donc, et ça, c'est toujours très intéressant. Si on veut imposer un universel, ça marche pas. C'est le problème du côté prescription de l'universel. Ouais. Hein, on parlait d'individuel, de singulier. L'universel, est-ce que ça ne serait pas une aventure singulière de la pensée européenne au départ? Non, mais je ne crois pas ça, moi. Ce n'est pas parce que l'Europe l'a inventé que les autres ne se sont pas appropriés. Souvenez-vous ce que disait Derrida. Ça appartient à tout le monde. Chacun peut s'emparer. Et d'ailleurs, la preuve est faite sur le plan historique, puisque les peuples se sont toujours emparés. Au fond, cette déclaration universelle de 89, elle n'appartient pas à la France. Et d'ailleurs, elle est anonyme. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas un sujet qui l'a écrit. C'est un acte collectif. Et elle s'est universalisée, et chacun peut la reprendre. Alors après, évidemment, l'ONU a concrétisé avec une déclaration dite universelle des droits de l'homme. Et puis, à partir du moment où on vit dans un monde mondialisé, là, évidemment, c'est très difficile de ne pas croire à un universel. Maintenant, à condition que cet universel, qu'il n'y ait pas une théorie de l'universel qui devienne une tyrannie. Oui. Après, j'entends en effet tout à fait le propos. Est-ce que la notion d'intelligibilité, qui est pour moi centrale, je pense que l'universel est intelligible par toutes les cultures. Normalement, oui. Ça, c'est quelque chose qui me semble aussi évident. Mais oui, est-ce que il y a quelque chose parfois de faible? On parlait par exemple de la Déclaration des droits de l'homme.
déjà, elle a été réécrite plusieurs fois. Donc, il y a déjà... Non, celle de 89. Je Ensuite, parle elle est réécrite. Elle a été écrite, voilà. Et vous avez vu oui. qu'on ajoute des Donc, droits supplémentaires. on ajoute des choses. Donc, il y a déjà quelque chose qui fait que si c'était si évident de l'universel, il n'y aurait pas besoin d'en rajouter. C'est tout le débat. Et puis après, il y a la traduction. Que ça soit human right en anglais, c'est déjà pas pareil. Et je ne parle pas en chinois, Zhenchuan, qui veut dire homme, balance ou équilibre. C'est plus du tout la même chose. Moi, je ne suis ni universaliste ni différentialiste. Voilà, c'est clair. Parce que je pense que les deux, si on isole l'un de l'autre, ça conduit à de la tyrannie des deux côtés. Donc il faut toujours trouver un équilibre entre... Là, on se place moins du point de vue philosophique que sociétal. Il faut trouver un équilibre entre les différences, où évidemment Derrida qui avait inventé cette idée de la différence avec un A, c'est-à-dire pour lui il y a un universel de la différence, il a raison, enfin, je suis assez d'accord, ça ne l'empêchait pas de penser qu'il y avait... des universaux. Souvenez-vous, quand il a fait cette fameuse conférence à Dakar, je ne la retrouve jamais, où il a dit, écoutez, la philosophie est grecque et vous commencez à m'emmerder. Bon. Alors maintenant, vous pensez avec ça. Voilà. Ça veut dire que ça appartient à tout le monde. Ce n'est pas parce que ça a été inventé en Grèce. C'est lui qui a dit ça. Hein. Lui qui était pourtant attaché à penser la différence. Il a fini par dire ça. Et c'est vrai que on se trouve maintenant souvent confronté à ça, hein, à cette question-là. Aujourd'hui, quand vous avez un retournement, la haine des droits de l'homme, la haine de l'Occident, non, c'est pas acceptable. Qu'est-ce que ça veut dire ? La liberté, c'est pour tout le monde. C'est pas parce que, au nom de l'égalité et de la liberté, on a fait les pires horreurs qu'il faut laisser tomber le principe de l'universel. Parce que là, on va dans un autre obscurantisme. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas une voie entre un universalisme, que je dirais peut-être facile, qui projette naïvement sa vision du monde sur tout le reste, et un relativisme qui serait paresseux ? Il faut être les deux, c'est toujours pareil. Qui serait paresseux et donc qui condamne les cultures. Enfin, ce que vous disiez, c'est identitaire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui Quand serait... vous commencez à avoir médian ? la haine de l'autre, que vous rejetez les blancs au nom des noirs, puis les noirs, c'est terminé. Voilà. Vous avez envie de mettre des claques à tout le monde. Donc, mais non, mais c'est sûr. Voilà. Ça suffit, quoi. Mais ça n'empêche pas que c'est comme ça historiquement et qu'on passe par des extrêmes pour arriver à un équilibre. Mais il faut combattre ces deux tendances. D'ailleurs, sur ce plan, je trouve que ce grand texte d'Adorno et Horkheimer, la dialectique de la raison, au fond, c'est ça qu'ils disent. Il faut dépasser la dialectique de la lutte à mort. Voilà. Mais là-dessus, c'est quand même greffé maintenant, je dirais, 21e siècle, fin du 20e siècle, le droit et la science. Qu'est-ce qui est juste ? Et on est en plein là-dedans. Faut-il inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG ? C'est un sérieux problème. Parce que je préfère qu'on mette libre. Voilà. Parce que si on met droit, ça limite... C'est très compliqué, droit et liberté. Il ne faut pas, en même temps, que les choses soient restrictives. Je parle là de l'abstrait. Hein. Après, il y a des lois pour dire tant de semaines, tant de trucs, mais il faut conserver cette idée quand même de la liberté, puis après, on peut faire des lois. Alors, je parlais de seconde voie d'universel. J'ai un texte que j'ai trouvé de Merleau-Ponty. Je vais voir ce que vous en pensez. Voilà ce qu'il dit, donc c'est dans son essai de Mauss à Claude Lévi-Strauss, on en parlait. Il y a là une seconde voie vers l'universel, non plus l'universel de surplomb d'une méthode strictement objective, mais comme un universel latéral dont nous faisons l'acquisition par l'expérience ethnologique, incessante, mise à l'épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi. Ça, c'est après la lecture de Lévi-Strauss. Oui. Ben oui. Il introduit l'horizontalité des structures. Ça, c'est sûr, hein, bien sûr. Alors, évidemment, la déclaration type des Lumières, c'était la fameuse déclaration de Montesquieu qu'on trouve partout. Ce qui est nuisible à ma patrie, ce qui est bon pour ma patrie, mais nuisible à l'ensemble du monde, je choisis l'ensemble du monde. Ce qui est bon pour tel sujet, mais nuisible aux autres, je choisis les autres. Vous connaissez ce texte. Oui. Et ça, alors, c'est pas du tout l'horizontalité, c'est plutôt la verticalité.
Et c'est un texte admirable. Mais ça, c'est les Lumières françaises. Hein. Oui. C'est très extraordinaire. Alors évidemment, il y a les contre-lumières ensuite, c'est tout ce qu'on appelle la contre-révolution, les réactionnaires, Joseph de Maistre. Je ne connais pas de français, je connais que des Bretons, plus des Basques, enfin il le disait, c'est-à-dire retour au territoire, au régionalisme, toute la pensée de Maurras qui est issue de ça, et ce qu'on a fini par appeler comme... J'aime beaucoup le livre il s'appelle... cet historien qui a écrit sur les contre-lumières. Je vais retrouver le nom, vous voyez, j'ai des... les contre-lumières, c'est Zev Stirnel, hein, qui a écrit un très beau livre sur les contre-lumières, c'est-à-dire, c'est pas la même chose que les anti-lumières. Anti-lumières ou lumière sombre, ça critique la croyance à un excès de progressisme, alors que les contre-lumières, ça refuse l'idée du sujet universel. Je connais que des Basques, des Bretons, des communautés, pas du tout un sujet universel. Ça, c'est les contre-lumières. Et qui était évidemment pour le retour à l'Ancien Régime, c'est-à-dire aux races, à l'inéité des différences de classe, mais même de race, hein, la race noble. Alors, donc, il faut faire attention aux contre-lumières, parce que ça aboutit à l'antisémitisme, quand même. C'est ce que ça a fini par faire, oui. Comme par hasard, quand il y a eu l'affaire Dreyfus, qui était un grand moment de réaffirmation, en quelque sorte, des Lumières. Alors, c'est intéressant, l'affaire Dreyfus, elle est universelle. Hein. Oui. Ça a pris une dimension d'universalité incroyable. On se réfère aujourd'hui à l'affaire Dreyfus dans tous les pays du monde, comme un moment. Alors, c'est évidemment à cause de Zola. Alors, il y a ça aussi qui est très particulier à la France. Il y a toujours un écrivain ou un intellectuel qui incarne une idée. Ça a été Victor Hugo, évidemment, peine de mort, l'universel des Misérables. Quand il publie les Misérables, ça devient un universel absolu, l'étude de la misère. Mais... Et puis il y a Zola. Et c'est intéressant l'engagement de Zola dans l'affaire Dreyfus, parce que sa littérature était le contraire. Au fond, qu'est-ce que racontait Zola dans ses horribles histoires de famille, ses hérédités, etc. C'est qu'on était finalement ancré dans un déterminisme qui ne vous faisait pas sortir ni de l'alcool ni de l'hérédité. Il était très hérédo, hein, hérédité, quoi. Et puis il s'engage dans l'affaire Dreyfus. Et là, il est obligé de trouver les moyens de dire ce que va dire Jaurès aussi quand il s'engage, c'est un juif, c'est comme les autres. Alors la Révolution l'avait dit. Je vous rappelle le discours de Clermont-Tonnerre en 91, rien comme nation, tout comme droit, hein, tout comme droit, mais rien comme nation, c'est-à-dire on ne leur donne pas des droits privilégiés d'être communautaires, mais on leur donne les droits de tout le monde. Voilà, c'était l'idéal. Et c'est ça que ressuscite au fond les Dreyfusards, et c'est ressuscité par Zola. Ça va lui coûter tout, sa vie, sa carrière, bon. Et c'est un moment très beau, j'accuse. Et donc, il accuse tout. Et pour terminer par, comme d'ailleurs va le dire Jaurès, hein, qui rompt avec les socialistes d'extrême gauche, Jules Guesde, qui disait, mais enfin, on ne va pas défendre un bourgeois. Ben si, voilà, on ne va pas défendre un bourgeois. Eux, ils n'étaient pas antisémites, mais c'était un bourgeois, un militaire. On ne va pas le défendre parce que, ben si. Et ça, c'est l'universel quand même aussi des droits. La seule question dans l'affaire Dreyfus, c'est est-il coupable ou pas? Au fond, il n'est pas coupable, basta. Et ça va donner, en effet, vous avez vu ça dans le film de Polanski, mais moi je trouve très intéressant, sur le plan de l'universel du droit, hein, l'itinéraire du colonel Picard. C'est un antisémite. C'est un homme de droite extrême, etc. Et il découvre que Dreyfus n'est pas coupable. Et ça, il ne peut pas supporter, au fond, que sa nation, la France, ait pu défaillir sur le plan du droit. C'est intéressant comme position. Alors qu'en effet, on avait fabriqué une culpabilité et que toute l'armée savait parfaitement. Bon, lui, singulier, solitaire, il se dresse pour dire la question, c'est la culpabilité. Et donc, il va aussi rejoindre Zola, il va engloutir complètement sa carrière là-dedans. Ça, c'est des gens qui se sont battus pour un universel du droit tel qu'il faut le penser aujourd'hui. Il y a une singularité dans le droit que j'aime beaucoup, c'est la personne est-elle coupable ou pas? On l'oublie aujourd'hui, hein, avec le mode accusatoire.
il suffit que quelqu'un dise un tel a fait ça, il faut quand même l'établissement de la preuve. Et moi, là-dessus, je reste ferme sur l'établissement de la preuve. C'est pas parce que quelqu'un souffre et dit voilà, j'ai été violée par tant de personnes, il faut quand même vérifier si c'est vrai. Même si c'est vrai, j'allais même jusque-là, faut établir la preuve. Quelquefois, on n'y arrive pas. Mais bon, ça, c'est tout le débat d'aujourd'hui. Hein. Si on fait rentrer... le droit, il faut le défendre aujourd'hui, l'universalité des droits. Et si on commence à dire il y a des peuples, ils n'ont pas besoin de droits, pas d'égalité, ah bon, et pourquoi puisqu'ils en veulent. Il n'y a rien de plus terrible aussi que ces discours qu'on entend aujourd'hui sur la mentalité. On a transformé la mentalité dans un communautarisme. La mentalité chinoise fait qu'ils n'ont pas envie d'être libres. Ben, pas du tout. Il faut lutter contre ça, ce n'est pas vrai. Donc la théorie des mentalités a beaucoup évolué vers un différentialisme poussé. Hein. Oui. La mentalité des peuples, ça n'existe pas. Il y a des différences de culture, mais pas de mentalité. Oui, c'est pour ça que moi, je crois beaucoup aux intelligibilités. Je pense qu'on peut tout comprendre. Pardon ? On peut tout comprendre. L'intelligibilité, c'est vraiment l'universel, je pense absolu. D'accord. C'est-à-dire que tout est compréhensible. On peut avoir des différents points de vue, monter des sociétés différentes. Mais ça, c'est la science. Voilà, on peut avoir des points de vue différents, des sociétés différentes. Bien sûr, mais tout est compréhensible. Alors oui, ça, l'intelligibilité. Cette intelligibilité, pour moi... Ça permet de comprendre les différentes cultures. Exactement. Mais du coup, on est obligé, aujourd'hui, avec le monde mondialisé, la science, la domination de la science, on est obligé de protéger les peuples qui ne sont pas dans la science. Parce que sinon, ils ne survivent pas. Bien sûr. Ils ne survivront pas. Ça, c'est horrible. C'est darwinisme. Mais c'est impossible aujourd'hui. Parce que, en fait, la vraie puissance, c'est d'avoir la connaissance de l'univers, de la science, de la biologie. C'est une puissance. Hein. C'est aussi, pour moi, une notion qui serait importante d'évoquer, c'est le commun. Oui, ça aussi, ça fait partie. Parce que le commun est une notion pour moi extensive, qui peut parfois aussi se réduire. Il y a le communautaire hein, qui se menace de se renfermer, de se replier sur soi-même. Hein, c'est une façon du commun, mais qui est le commun en négatif. Et puis, il y a au contraire peut-être une communauté qui a vocation, non à se clore, mais au contraire à s'ouvrir et être perméable à d'autres possibles de la pensée. Et s'ouvrir au possible. Et je pense que ce commun-là, par les intelligibilités diverses, notamment dans le dialogue des cultures, promeut un avenir, en tout cas, qui soit pas du communautarisme, mais qui soit... Alors, j'utilise à dessein ce concept universalisant. Je prends gérondif exprès, pas universalisable, mais quelque chose qui procède finalement d'une action par elle-même. Et donc, ce commun des cultures, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est quand vous parlez de la Chine, vous parlez de beaucoup de cultures, Lévi-Strauss en a beaucoup parlé, et je crois que c'est ça, le devenir de l'universel, c'est de faire travailler les cultures, voilà, par la différence, promouvoir du commun. Comment, finalement, en faisant circuler des intelligibilités diverses... C'est pas facile. J'ai pas dit que c'était ça. C'est pas simple parce qu'il y a les nationalismes aujourd'hui, qui est la forme moderne de l'obscurantisme. Voilà. Donc, ça, on est d'accord. Là, c'est un peu l'idéal que je dresse. Oui. Mais, et vous le dites très bien dans le livre Soi-même comme un roi, vous parlez du narcissisme, des petites différences, le communautarisme aux dépens de l'universel. Là, je pense que voilà, je peux vous laisser en parler parce que je pense que c'est une notion importante à évoquer qui est très actuelle. Parce que malheureusement, on le voit de plus en plus, comment ces petites différences narcissiques se multiplient et finalement profitent au communautarisme et aux dépens d'un universalisme dont je parlais, qui pourrait justement étendre au commun et faire partager les cultures du monde qui ont aussi beaucoup à nous donner. Moi, je prends toujours l'exemple, par exemple, de l'écriture chinoise. S'il n'y avait pas aujourd'hui d'écriture chinoise, toute la planète penserait qu'on ne peut écrire que par un alphabet. Et qu'il n'y aurait pas une possibilité même de penser une écriture autre. Il y a d'autres langues à hiéroglyphes. Hein. Voilà. Oui, mais les hiéroglyphes sont déjà tellement passés qu'aujourd'hui, elle est quand même vivante. Cette écriture chinoise, elle est vivante. On sait, par exemple, sur Internet, il y a plus de pages en chinois que et le japonais. Voilà, enfin, ça en et le japonais. Donc, il y a quelque chose qui... Et c'est là aussi que je veux en venir. L'arabe. C'est l'uniforme et l'universel.
Ah ben non, pas L'uniforme. L'uniformité, c'est l'horreur. C'est l'horreur. L'horreur. C'est tendre, finalement, c'est former de l'un, alors que l'universel, c'est tendre vers l'un. C'est très différent. Ça, c'est tout à fait ce que disait Lévi-Strauss, que quel ennui un monde uniformisé. Alors ça, c'est évidemment une critique aussi de la mondialisation. Et puis alors, il y a quelque chose qui a été introduit récemment, c'est évidemment avec l'écologie et les débats sur le climat. Parce que Lévi-Strauss aussi disait, inclure les droits de la nature. Mais quand il a annoncé ça, vous vous souvenez, quand il a commencé à dire ça, c'était dans un livre, un de ses livres anthropologiques. Il a terminé en disant les droits de l'homme, d'accord, il les a critiqués, hein, et les droits de la nature. Alors là, évidemment, pour des classiques des droits de l'homme, introduire les droits de la nature, c'est comme introduire les droits des animaux, c'est-à-dire la nature. Hein, ça, c'était une révolution. On n'y avait pas pensé. Enfin, on pensait classiquement que l'homme, en conquérant la nature, c'était le progrès, parce qu'elle était sauvage, impossible, etc. Et là, on s'est mis à penser que, avec la force de puissance de destruction, c'est très freudien ce qui nous est arrivé, hein, il le dit dans Malaise dans la civilisation, Freud. Un jour, on aura les moyens de tout détruire, et là, on réfléchira. Parce qu'il restait un romantique. Hein. Il croyait beaucoup aux droits de la nature, Freud. Il ne le disait pas comme ça. Et puis les animaux. Hein. Il le disait, ça. Et donc, il y a eu des précurseurs, enfin, j'aime pas le mot, mais il y a eu des anticipations de ce qui est arrivé. Et là, maintenant, de même que c'était l'homme qui avait le pouvoir de conquérir la nature ou de civiliser, etc., maintenant, il a le devoir, au fond, de protéger ce qu'il a conquis. Et donc, de protéger l'Amazonie, de protéger... Parce que sinon, la planète va mourir. Donc, il y a aussi ces pensées-là qui rentrent en ligne de compte. Et il y avait ce très beau texte qui a été critiqué à l'époque de Lévi-Strauss, puis les années 70, où on disait, mais il est obscurantiste ou quoi, de nous parler comme ça des droits de la nature. Et il avait raison. Mais ce n'est pas des droits. Les droits, c'est les humains qui ont les devoirs. Ce n'est pas la nature elle-même, elle n'a pas des droits. Hein. Donc il ne faut pas se tromper. D'ailleurs, ce n'est pas ça qu'il pensait. Il disait le droit pour les hommes de vivre avec une nature préservée. Mais ce n'est pas la nature elle-même qui a des droits, et ce n'est pas les animaux eux-mêmes qui ont des droits. C'est nous qui avons des droits, des devoirs de faire exercer un respect de ce qui est de l'ordre de la nature. Donc, on est arrivé en effet à un déséquilibre de nature-culture. Hein. Et moi, je crois quand même à la dichotomie nature-culture. Contrairement à Descola, il faut la maintenir un peu. Tout n'est pas... Tout n'est pas pensable dans un continuisme comme ça. Il y a tellement de différences quand même. Il y a un peu la prétention de l'idée de progrès, de s'extraire du monde. Alors oui. Non, mais bon, c'est pas parce qu'on retournera dans des cabanes qu'on fera progresser voilà, l'écologie. Donc c'est ça. Et alors ça, c'est intéressant parce que c'est un devoir planétaire. Là, on ne peut pas le faire tout seul. Donc on est obligé d'avoir un consensus. Et vous voyez comme c'est difficile. Là, c'est un nouvel universel, hein, ça. Alors maintenant, la singularité et les différences, moi j'aime beaucoup les anecdotes. On le sent nous-mêmes dans nos vies. Je vous donne plein d'anecdotes dans ce livre. Oui. On le sent, voilà. Moi, je me souviens de cette expérience que je relate, cette expérience californienne, 1995, où je me suis dit là que ça commence à aller très mal. Il n'y avait pas moyen... J'étais à Berkeley, je faisais un travail, j'étais à la bibliothèque de Berkeley, et j'étais reçue par un ami universitaire suisse qui enseignait à Berkeley. Et un soir, il m'a dit, on va rencontrer tous les gens intéressants. Alors il y avait machin, ceci, cela, tous américains. Il m'a dit, tu vas voir comme c'est facile. Alors c'était tellement compliqué parce qu'il y avait ceux qui ne pouvaient venir qu'à 7 heures parce qu'ils étaient des couches tôt, donc de 7 à 9. Il y avait ceux qui, au contraire, étaient les couches tard, ils venaient à partir de 9 heures. Il n'a pas réussi à faire un dîner à 20, où il y aurait eu tout le monde qui mangeait ce qu'on leur offrait. Voilà. Parce qu'il y avait les différences d'endormissement. Il y avait ceux qui étaient végétariens. Il y avait ceux qui mangeaient ceci et pas cela.
il y avait ceux qui buvaient rien. Hein, et il avait préparé plusieurs plats et des heures différentes. Moi, ça m'avait sidéré. Et il a rejoint la vieille Europe très vite. Rien que ça. Rien que ça. Et là, je dois dire, alors, quelquefois, on le sent dans des anecdotes. On est là, mais vous pouvez pas, on ne peut pas faire un dîner collectif, chacun mange ce qu'il veut, il y a suffisamment. Et puis quand même, on peut tous manger la même chose par moment. Bon, ben non. Et là, aujourd'hui, il y a ça. Hein. Oui. Il y a quand même ça. C'est pas facile. Hein. Sans compter ceux qui disent, ah non, pas de vin, jamais. Ceux qui veulent, évidemment... C'est très difficile aujourd'hui avec ces revendications communautaristes qui sont insupportables. Hein. C'est un refus du commun, peut-être. Ben, si on ne peut plus dîner ensemble, ça ne va pas. Moi, c'est ce que je pense. Il faut quand même, à un moment donné, à n'importe quel endroit du monde, la convivialité alimentaire est très importante. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des banquets, qu'il y a des bistrots, ou pas de bistrots, ou tout ce que vous voulez. Ce n'est pas possible. Ça, c'est universel. Hein. Pas le bistrot, mais la communauté du repas. Ça vient d'ailleurs du repas totémique. Bon. Oui. Et je n'ai jamais vu de pays où on ne vous invite pas à dîner avec l'ensemble. Voilà. Alors si ça, il faut l'étaler de 18h, parce qu'aux États-Unis, ça peut être 18h, de 18h à 22h, vous n'en sortez pas. C'est pas possible. Je veux dire, mais c'est vrai que c'est comme ça en Californie. C'est pas comme ça à New York. Mais la côte ouest a inventé des choses comme ça, et c'est absolument vrai. Hein. Oui, c'est cette revendication des différences, cette promotion de la différence. Mais qui finissent par devenir des caprices de chacun. Ah ben non, moi, j'aime pas ça. Alors, je me souviens d'ailleurs qu'à ce dîner, j'avais dit, mais alors, est-ce qu'on ne peut pas recevoir les homos ensemble, les femmes ensemble, les hommes, ben, pourquoi pas? Ça n'a pas de fin, finalement. C'est pas ça. On va remettre des différences. Il y a toujours des différences de différences. Toujours la différence de la différence. Alors, c'était quand même comme ça qu'on faisait des ostracismes, voilà. Et donc, mais vous avez plein d'anecdotes aussi de Lévi-Strauss qui est reçu en Mongolie à un moment donné, il n'arrive pas à manger, c'est horrible. Mais pour nos goûts, moi ça m'est arrivé, ça m'est arrivé j'ai beaucoup voyagé, il y a des moments, je ne sais pas comment je fais. Quand on me propose un plat traditionnel brésilien, avec des saumures, des trucs, je sais pas, mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui se rétablit parce que l'autre essaye de vous faire plaisir. Et donc, quand ils disent « mais vous aimez là la saumure, un machin », je dis « je préfère pas… Bon, ben on a des choses en commun, les autres plats. » Non, mais il y a voilà, ou les grillés. Ils ont rétabli le cuit grillé. Ça, c'est universel. Hein. Donc, vous pouvez toujours vous en sortir avec un poulet grillé à l'autre bout du monde. Ou avec les légumes, enfin des trucs comme ça, vous vous en sortez toujours. Sans les sauces, sans ces particularités. Ça, je pense que c'est un acquis. Par exemple, au Mexique, maintenant, on peut faire des repas sans épices quand même. Parce que sinon, vous mangez que des épices. Sans tendre vers l'uniformité. Non, mais non. On peut dire, s'il vous plaît, je mange le truc, mais sans les épices. Je n'y arrive pas. Donc, non, c'est possible. Tout est possible, à condition, évidemment, de prévenir. Mais que ça ne devienne pas un système. Là, les théories, ça ne va pas. C'est comme les théories éducatives, ça ne va pas. Il faut élever les gens comme on peut. Oui. Si vous appliquez la théorie, c'est terminé. La psychanalyse en a fait les frais. Hein. Les enfants de psychanalystes élevés selon les théories, c'est de la folie. Non, mais je ne plaisante pas. Non. Alors, Freud s'est posé la question de l'universel avec son complexe d'Édipe. Ça a été le débat totem et tabou. Parce qu'il s'est dit, dans toutes les sociétés, on désire sa mère et on veut tuer son père. Alors, il voulait dire, ce qu'il a dit d'ailleurs, c'était il y a les mythes. C'est un mythe universel. C'est-à-dire l'affaire de Sophocle, l'affaire d'Édipe, elle est universelle. Il n'a pas dit, dans toutes les sociétés, on a réellement envie, là aussi, on a réellement envie de coucher avec sa mère et de tuer son père. Il ne faut pas l'appliquer. La théorie édipienne, si on l'applique, on fait de la psychologie de bazar. Hein. Ça, c'est ce que disait Maître Deleuze. Il avait raison. Donc, il ne faut pas aller surveiller si tu désires ta mère. Ça, c'est inconscient.
Et c'est dans des mythes. Donc, Freud l'a placé pour savoir s'il y avait en quelque sorte des mythes universaux dans toutes les sociétés qui faisaient l'histoire des enfants abandonnés. Et il en a trouvé. On en a trouvé, c'est-à-dire il y a toujours à l'origine des sociétés un enfant abandonné par un milieu et qui revient conquérir son royaume. Alors, il n'épouse pas forcément sa mère, mais cette idée de la reconquête, c'est-à-dire de roman familial, ce qu'il appelle. Alors, vous en trouvez des mythes comme ça, il y en a partout. Donc, le débat totem et tabou, c'est beaucoup plus centré si on retrouvait des mythes équivalents, bah oui. Hein. Ce qui montre qu'il y a un fondement anthropologique à tous les mythes. Donc on retrouve absolument des... Alors les Japonais, ils ont trouvé un mythe où c'était le contraire, c'était pas tuer son père, c'était tuer sa mère, bon. Ou son oncle. Et alors, quand évidemment il a eu ce débat fascinant avec Malinowski, qui lui avait l'avantage d'être allé sur le terrain, d'être un ethnologue de terrain, et qui lui a dit non, mais dans les sociétés mélanésiennes, c'est pas le père, c'est pas... Je lui ai dit, mais il y a bien quelque chose. Enfin, le débat a porté là-dessus. Et finalement, Guessaroem est allé sur le terrain, les discussions, et ils ont trouvé que ça pouvait être l'oncle. Mais il y a toujours un substitut. Autrement dit, ça veut dire qu'il n'y a pas de société sans famille et sans quelqu'un qui a conçu, même si c'est le totem. Il n'y a jamais de société où un enfant naît de nulle part. Que ce soit au fond l'ancêtre, que ce soit n'importe quoi, l'oncle ou les systèmes matriarcaux, c'est une organisation de la famille. Donc ce qui est universel, c'est la famille. Ça, on ne trouve pas de société sans famille. Mais ça peut être une famille composée de totems, du truc, de deux hommes, de trois femmes. Voilà. C'est pour ça que c'est au nom de ça qu'on ne pouvait pas refuser le mariage homosexuel. Mais c'est évident. C'est évident. Donc on intègre la différence au fur et à mesure. Et ça, c'est ce qu'avait dit Lévi-Strauss. Il y a tellement de formes de famille que pourquoi pas. Il y a une forme aussi, pour aller dans votre sens, je pense que la notion d'intolérable, Oui. c'est quelque chose qui est clé dans l'universel. Je pense que la limite... Oui. Alors là, je prends une référence chinoise, mais dans le Mencius, il est dit qu'à un moment donné, il y a un homme qui prend un enfant et qui le met face au puits, prêt à jeter dans le puits. Et là, c'est l'intolérable. Abraham. Et là, tout de suite, il est évident que ça, c'est universel. Et le sacrifice d'Abraham. Oui, il veut sacrifier son fils à Dieu. Et donc, on peut le trouver dans la tradition. Voilà. Là, vous retrouvez... judaïque, comme celle de Chine. Donc, vous voyez qui on retrouve toujours. Donc, il y a quelque chose de commun. Souvenez-vous de ce débat extraordinaire avec Malinowski, quand il a dit il n'y a pas de sodomie dans les peuples mélanésiens. Les Freudaniens n'ont pas d'anus, alors. Et donc, ça, c'est pas possible. Là, on sait que c'est pas possible. Simplement, ça peut être énoncé. Parce qu'il y a aussi des interdits dans les sociétés. Oui. Donc, il y a des interdits, on n'a pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela, mais ça ne peut pas dire que ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est là où il y a eu ce renversement de Freud, qui a dit non, mais on interdit la cesse parce qu'on le désire. Pas parce que ça nous fait horreur. Là, ça ne fait pas horreur. Alors maintenant, ce que vous appelez l'intolérable, en effet, l'histoire du meurtre de l'enfant, ça existe dans beaucoup de sociétés, même dans celles qui considèrent que l'enfant, c'est rien du tout et que c'est un objet. Il n'empêche que ce n'est pas vrai. C'est profondément humain, finalement, ça. Oui, je crois qu'il faut voir ce qui est dicté, puis ensuite ce qu'il y a derrière. Alors aussi, il y a la question... Et puis il y a l'inconscient, enfin. Ah oui. Pas l'oublier. Oui, bien sûr, bien On l'oublie aujourd'hui, l'inconscient. On l'oublie trop. Que quelqu'un peut dire quelque chose et que ça veut dire le contraire. Ça, c'est... je voulais aussi vous entendre sur l'universel advenu. Parce que, alors on parlait tout à l'heure de cette historique, vous avez essayé de voir à travers le temps. Moi, j'ai en souvenir ce fameux retable à Gand. Vous savez, je décris un peu la scène. Il y a comme ça, je ne sais pas si c'est Dieu le Père ou le Fils qui est au-dessus. Et puis, il y a l'agneau mystique et convergent toutes les nations avec tous les peuples connus de l'époque. Tour de Babel. Non, le contraire de la Tour de Babel. Voilà, le convergence, c'est pas différent. Exactement. Cette convergence des peuples
comme finalement, ça y est, l'universel advenu. Mais moi, quand je vois ça, Oui, mais c'est une utopie. c'est l'utopie, mais je dirais, c'est la fin de l'histoire. Il n'y a plus rien Non, mais après. ça ne se réalisera pas. C'est ça où vous devez faire entrer la notion d'inconscient. On exprime dans les mythes quelque chose qui ne se réalisera pas forcément. Parce que la chrétienté, il l'a pas vu comme ça. Ah bah non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut... Ah non, 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 les utopies ont quelque chose de très extraordinaire. D'ailleurs, il y a toujours chez tous les peuples ce mythe de la fraternité universelle. Alors là où ça ne va pas, c'est quand les sectes le mettent comme réalisation. Voilà. Ça veut dire on tue tout le monde pour... C'est la fin, c'est le rideau. Ah ben d'accord, mais on tue tout le monde. Oui. Pour moi, c'est... faire un universel entre soi. Voilà. C'est-à-dire le contraire. Exactement. Voilà. Bah, bien sûr. Bah, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas cette notion-là, simplement. C'est pour ça qu'il faut Elle tendre. est sanguinaire. Ouais. Voilà, on tend vers l'universel, mais il ne faut surtout pas qu'il arrive finalement. Non, mais c'est pas simple. Hein. C'est pas ça, non, mais c'est une affaire... C'est le débat le plus complexe. Une affaire compliquée. Non, moi je pense quand même qu'il y a des grands universaux. Franchement. Le désir de liberté, j'en suis convaincue. Quelle que soit la manière dont... On l'approche. Oui. Je pense quand même qu'on en a des preuves parce que tous les systèmes totalitaires ont fini par sombrer. Alors ça veut dire qu'il y a des désir de liberté, mais ça ne veut pas dire que cet accomplissement de la liberté réalise l'égalité, qui serait un autre universel. Ça, c'est le grand problème de notre temps. Il y a un universel de la famille, de la structure familiale, quelle que soit la composition. Ça, c'est quand même aussi démontré par les psychanalystes d'enfants, qui étaient ma mère. Si un enfant est abandonné à la naissance sans rien, il ne s'humanisera pas. Quand même. Donc, c'est ce qu'on appelle la nécessité d'avoir au moins un lien avec un humain dès sa naissance. Alors là, on a tous les mythes, élevé par les loups, l'enfant sauvage, bon. Et ça montre que la socialisation, comme dit Godelier, est un universel. Dans n'importe quelle société, si un bébé, à sa naissance, est abandonné dans un bois, il ne s'humanisera pas. Bon. D'ailleurs, Tarzan, c'est pas tout à fait ça. Il a déjà, quand l'avion, c'est l'histoire d'un crash, et ensuite, il s'adapte à la société. Mais il est déjà adolescent. C'est pas un bébé, si je me souviens bien. Bon. Et donc, ou alors, bon, ça peut être le mythe du bébé élevé par les chimpanzés, etc. Mais il y a plusieurs versions de Tarzan. Celui qui ne parle pas, celui qui, au contraire, acquiert le langage parce qu'il l'avait déjà, etc. Mais il y a cette idée, ça c'est un universel, donc le lien social qu'on appelle famille, mais famille, ça peut être une personne. Une personne suffit. Donc famille avec deux êtres, un adulte et un enfant. C'est universel, je pense. Je pense que l'homosexualité est universelle. Il n'y a pas de société où il n'y en a pas. Alors après, on vous dit qu'il n'y en a pas. Non, c'est qu'on les cache. Et ça, c'est troublant. Et pourquoi toujours le même chiffre? Enfin, pourquoi 10%, pas plus? Non, mais c'est intéressant. C'est pas lié aux normes. C'est quelque chose que... C'est pas dominant. Voilà. Pourquoi? Alors là, on a des explications possibles, parce que la société fait sur la reproduction. C'est vrai, il faut donner naissance. Mais maintenant, avec les systèmes, ça va être comme on va pouvoir adopter. Donc on va reprendre le droit romain. Une partie, c'est-à-dire les enfants adoptés, faits de façon dite non naturelle, ont le même statut. Donc ça va changer. Est-ce que ça changera l'homosexualité? J'en sais rien. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'une société entière puisse être homosexuelle. Alors que hétérosexuelle, oui. Maintenant, mais je ne crois pas. Par contre, c'est universel. Ça, c'est sûr. Quand on vous dit qu'il n'y en a pas dans telle tribu, j'avais posé la question justement à Godelier. Il m'a dit, là, il n'y en a pas. J'ai dit, mais t'es allé voir? Après, il m'a dit, non, mais je crois que tu as raison. Il n'y en a pas parce que c'est interdit. Mais j'ai dit, tu n'as pas été voir? Qu'est-ce qu'ils font entre eux? Parce que ça compte énormément
d'essayer d'entendre. Oui, mais tu comprends, c'est interdit. Mais je dis oui, mais ça a été interdit partout, donc tu sais pas ce qu'ils font. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est un universel. Il y a un autre universel, c'est le suicide. Se donner la mort, ça existe dans toutes les sociétés. Donc, le retournement de la mort contre soi-même. Alors, on en a fait ensuite un système qui est les civilisations sont périssables, elles se suicident. C'est un peu trop déterministe. Elles implosent, elles ne se suicident pas. Il n'y a pas un destin, je crois. Oui, il y a les fans. Il n'y a pas de fin, il y a des changements. Transformation. Il ne faut pas appliquer ça. Une société ne se suicide pas, elle implose. Dans son... Voilà. Probablement parce que chez les nazis, il y a eu la pulsion de mort qui a été à ce point développée, qui fait que ça ne peut pas... C'est vraiment... Et puis, dans l'histoire du communisme, ça ne marchait pas, quoi. Mais donc ça s'est défait de l'intérieur. Ça n'a pas fané. Par exemple, la société égyptienne, elle a complètement oui. fané. Oui, d'accord, mais... Oui, mais... Il n'y a pas eu de date de fin. Non, avec, mais ça se fane comme comme une fleur, ça a changé. Ça transforme. Voilà. Il ne faut pas réintroduire du déterminisme. L'histoire s'en est débarrassée, c'est quand même bien. Bien sûr. Parce que sinon, on sombre dans... Voilà, Moi, je pense aux transitions. Quand je dis faner, c'est qu'une transition. On a c'est pas abrupt, il n'y a pas une rupture. De même, on a abandonné les mentalités, ça ne fait pas debout. On parle des cultures, mais pas des mentalités. Donc, on a abandonné, heureusement, la psychologie des peuples, qui menait à n'importe quoi. C'est vrai, c'est un vrai problème. Il y aurait un inconscient arien, un inconscient germanique, un inconscient espagnol, un inconscient quoi. Est-ce que c'est pas au nom de l'universel qu'on a inventé des universels? Alors, on a dit, si, les racistes ont dit, mais c'est universel. C'est-à-dire, ce qui est universel, c'est qu'il y a des catégories de races. Ben non. Après, on a eu la biologie pour nous expliquer que la race n'existait pas, ce qui est bien. Ça n'existe pas. Il y a une espèce humaine, il n'y a rien à faire. Vous pouvez transplanter un cœur de n'importe où. Ça fonctionne. Voilà. Donc ça c'est capital, la biologie. Sur ça, c'est important. Hein. On ne fera pas différentes espèces humaines. Donc, la question, peut-être pour clore, puis après, on prendra le débat avec la salle, mais une question qui, comme ça, me vient, c'est une question stoïcienne par excellence. Est-ce que c'est l'un qui fait le tout ou tout qui fait le un? Ah ben ça, c'est toujours le vieux débat. Ou est-ce que 1 se divise en 2? Et voilà. Pour moi, 1 se divise en 2. Bon, ça vous répondez sans répondre, mais... Ça, quand on reste dans l'un ou le tout... Est-ce que c'est la cité qui fait les citoyens ou les citoyens qui fait la cité? Les deux. Mais quand même, quand ça ne se divise pas, le risque du totalitarisme est présent. C'est un débat que j'ai avec mon vieux copain Badiou. Il pense qu'il y a du 1. Oui, bah oui. Mais enfin, il admet que c'est divisé en 2. Il est platonicien, donc... Oui, mais il admet, parce que sinon il ne peut pas être freudien. Donc il admet que ça se divise en 2, quand même. Et puis, comme il est lacanien, il est obligé d'accepter que le 1 se divise en 2. Mais pour moi, c'est des débats de philosophes qui m'épuisent. Souvenez-vous la discussion sur le cogito. Oui. On a des thèses entières pour savoir si la fini. folie est incluse dans le cogito, c'est l'extérieur. C'est fatigant. C'est fatigant. Bon. Merci Elisabeth Rodesco. On va continuer donc les échanges avec la salle.